Donald Trump a annoncé jeudi la reprise immédiate des essais nucléaires américains, mettant fin à 30 ans de moratoire. Un grand succès, c'est par ces termes que Donald Trump a qualifié sa rencontre avec Xi Jinping, une entrevue visant à mettre fin à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Seuls quelques milliers de voix séparent le Parti social-libéral D66 et la formation d'extrême droite PVV, selon les résultats quasi définitifs des législatives aux Pays-Bas. Il affirme ne pas avoir eu le choix. Donald Trump a annoncé jeudi avoir ordonné à son ministère de la Défense de commencer à tester les armes nucléaires américaines immédiatement. Cette décision, publiée sur son réseau social, marquerait la reprise des essais nucléaires aux États-Unis après 30 ans d'arrêt et survient au lendemain de l'annonce par la Russie du test d'un drone sous-marin à capacité nucléaire et du missile à propulsion atomique Burevestnik. Désignant la Russie et la Chine comme deuxième et troisième puissance dans la course à l'armement, Donald Trump a assuré que les essais se feraient sur un pied d'égalité avec les autres pays. En 1996, les États-Unis ont signé le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, mais celui-ci n'a jamais été ratifié par le Sénat. C'est en invoquant l'absence d'entérinement du traité par Washington que Vladimir Poutine a retiré la Russie de l'accord en 2023. Moscou affirme toutefois qu'il ne reprendrait pas d'essais nucléaires, sauf si les États-Unis en prenaient l'initiative. Donald Trump a quitté la Corée du Sud pour rentrer à Washington après une rencontre jeudi avec son homologue chinois, le président Xi Jinping, une entrevue visant à mettre fin à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. À bord d'Air Force One, peu avant le décollage, le dirigeant américain a salué un grand succès. I thought it was an amazing meeting. He's a great leader of a very powerful, very strong country, China. And what can I say? We have, it was an outstanding group of decisions, I think, that was made. Donald Trump a annoncé son intention de réduire de 20 à 10% les droits de douane imposés plus tôt cette année à la Chine, à titre de sanction pour la vente de produits chimiques utilisés dans la fabrication de fentanyl. Cette suspension abaisserait la moyenne des taxes sur les importations chinoises de 57 à 47%. Le président américain a annoncé qu'en contrepartie, Pékin s'était engagé à suspendre ses restrictions sur l'exportation de ces terres rares et à acheter d'importantes quantités de soja, de sorgho et d'autres produits agricoles américains. De son côté, Xi Jinping a souligné que le dialogue devait primer sur la confrontation, évoquant plusieurs domaines potentiels de coopération, notamment l'intelligence artificielle et la lutte contre l'immigration illégale ou encore le blanchiment. Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait en Chine en avril prochain et a également invité Xi Jinping aux États-Unis. Pas de changement de cap pour la Banque centrale européenne. Jeudi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a annoncé le maintien du taux d'intérêt directeur à 2%. Une décision qui intervient alors que le PIB brut de la zone euro a augmenté de 0,2% au troisième trimestre et de 1,3% en glissement annuel. Dans le même temps, l'inflation a légèrement augmenté en septembre pour atteindre 2,2%, soit un peu plus que l'objectif de la BCE. We are determined to ensure that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term. We will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance. Quelques heures auparavant, la Réserve fédérale américaine avait décidé de réduire son taux directeur d'un quart de point. Une mesure qui vise à répondre aux pressions sur le marché du travail, alors que le gouvernement fédéral américain s'apprête à entrer dans son deuxième mois de shutdown. Le roi britannique Charles III a entamé jeudi la procédure visant à déchoir le prince Andrew de ses titres restants et de l'expulser de sa résidence royale. Le palais de Buckingham précise que le frère du roi sera désormais connu sous le nom d'Andrew Mountbatten-Windsor et non plus comme prince. Cette décision fait suite aux révélations sur ses liens avec l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein, condamné pour pédocriminalité. Andrew était sur la sellette depuis les accusations de Virginia Giuffre, qui affirme avoir eu des relations sexuelles avec lui lorsqu'elle avait 17 ans. Le prince bientôt déchu a longtemps nié ces accusations, mais a quitté ses fonctions royales en 2019. Une égalité presque parfaite.
Selon les résultats quasi définitifs des législatives de mercredi aux Pays-Bas, le parti social-libéral D66 est au coude à coude avec la formation d'extrême droite de Geert Wilders, le PVV. Les deux partis devraient chacun obtenir 26 sièges au Parlement. Mais le leader de D66, Rob Jetten, se dit confiant en sa capacité à former un gouvernement. There is a big distinction between D66 and the PVV here, because D66 might actually form a government, right? It's a centrist party. There's many majorities that D66 could form. The PVV not so much, because basically the entire Dutch political center has said that they will not cooperate with them. S'il n'a pas réitéré sa victoire spectaculaire de 2023, le parti de Geert Wilders restera tout de même une force majeure au Parlement. La défaite est en revanche amère pour la formation travailliste de gauche verte, qui termine 4e derrière le parti libéral conservateur VVD. So the Green Left Labour Party has just lost a lot of seats. Their leader has stepped down and they are in no talking mood. However, it is very clear that they do want to participate in the government also with the VVD. The VVD, however, has basically run their campaign on not being willing to cooperate with the Green Left Labour Party. So that will be a very difficult hurdle to take. En 2023, les Pays-Bas ont mis plus de 6 mois pour parvenir à un accord de coalition. Le commissaire européen au budget a salué la reprise économique de la Grèce lors d'une visite officielle à Athènes jeudi. Piotr Serafin mène actuellement une série de consultations dans les États membres. En rencontrant les autorités publiques et les bénéficiaires des fonds européens, le commissaire souhaite analyser l'impact régional du budget de l'UE. Un tour d'Europe qui vise à préparer les investissements considérables que Bruxelles souhaite consacrer à la défense et à la protection des frontières d'ici la fin de la décennie. La Commission a notamment proposé de tripler les effectifs de Frontex, l'agence des gardes-frontières et des gardes-côtes, un domaine dans lequel la Grèce est en première ligne. L'UE souhaite également stimuler la compétitivité et a créé à cette fin un fonds de plus de 400 milliards d'euros dédié à l'innovation. You cannot even imagine how happy I am that today I can say, being in Athens, it's good to be in Greece, in a country of economic success. And I know how difficult period Greece went through, but you are a visible proof that structural reforms can really bring back growth and can ultimately guarantee better future for our people. Οι διαβουλεύσεις του Επιτρόπου Σεραφίν στην Αθήνα για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζονται και την Παρασκευή, όταν και ο Πολωνός Επίτροπος θα περάσει το κατόφλι του Υπουργείου Οικονομικών για συνομιλίες με τον Υπουργό Κυριάκο Πιαρακάκη. Από το Μέγαρο Μαξίμου για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης. Aegean Airlines deviendra bientôt la première compagnie aérienne à desservir directement Bagdad depuis l'Europe. C'est ce qu'a annoncé jeudi le ministre grec des Affaires étrangères lors d'une visite en Irak, ajoutant que le premier vol entre Athènes et la capitale irakienne aura lieu le 16 décembre. Le gouvernement grec affirme que cette mesure stimulera considérablement les liens économiques et culturels entre les deux pays. Pour le ministre irakien des Affaires étrangères, cette initiative témoigne de la stabilité que connaît son pays et de sa position croissante sur la scène internationale. Cette annonce intervient alors qu'un important projet de modernisation est en cours à l'aéroport international de Bagdad. L'Assemblée métropolitaine de Budapest a manqué une opportunité de sauver le festival Sziget. En cause, un contrat d'utilisation des terres qui lie l'investisseur américain du festival et l'agglomération. Mercredi soir, les membres du Fidesz et du TISA ont voté contre une proposition qui aurait permis à la ville de mettre fin à cet accord, malgré le fait que la société ait pris la décision de cesser l'organisation de Sziget. Ils sont toujours locataires du terrain pour 1 an. Cette résiliation aurait donc été une condition préalable pour que le fondateur du festival, Karol Gereday, puisse redevenir propriétaire du Sziget. Mercredi, le maire de Budapest, Gergely Karácsony, a dénoncé sur les réseaux sociaux les votes du Fidesz et de TISA. Selon lui, l'économie nationale perdra des dizaines de milliards de forints sans le festival. Un accord aurait été cependant trouvé jeudi entre TISA et le fondateur et potentiel repreneur du festival. Le point de friction était le loyer du terrain, une recette de 220 millions de forints pour la ville. En échange de la signature du parti, Karol Gereday, qui touchera des réductions sur la location de la zone, devra rembourser celle-ci dans les 4 ans plutôt que les 10 initialement prévus.
Une production théâtrale immersive unique en son genre ouvre ses portes à Budapest. Le concept de Walk My World, qui diffère complètement d'un spectacle classique, est de laisser le public se promener librement. La scène où se produisent des artistes et des danseurs de renommée mondiale s'étend dans un espace de représentation de 6000 m² où les spectateurs déambulent et décident quel artiste suivre. Maga döntheti el, tehát maga a néző, a rendező azt a szereplőt követi, akit csak akarja, és ugye vannak olyan jelenetek, ahol összetereljük az összes nézőt, de alapvetően a jelenetek nagy része az teljesen szabadon zajlik, úgyhogy te bolyonghatsz ebben a hatalmas labirintusban. Le public est transporté dans un monde mythologique où il peut suivre le destin des dieux et des mortels dans des dizaines d'espaces d'installation, chacun mis en scène comme un plateau de cinéma hollywoodien. Jusqu'à présent, des spectacles immersifs de telle ampleur ne pouvaient être vus que dans les grands centres d'art du monde tels que Londres ou New York. A legnehezebb része az nem feltétlen az, hogy ennyire közel vannak a nézők hozzánk, hanem pont ezáltal, hogy mivel elég hosszú az előadás, egy pillanatra sem kapcsolhat ki az előadó, mert minden látszódik. La production, qui fait appel à tous les sens et offre une expérience intime, raconte l'histoire de Didon et est née à travers le langage de la danse et du cirque contemporain. L'expérience de l'observation invisible est renforcée par le fait que le public porte des masques pendant la représentation, ce qui est l'une des caractéristiques du théâtre immersif dans le monde entier.